J'ai croisé sur la route, au détour d'un chemin, à l'orée d'une forêt, un groupe de gens heureux. Bonjour Alain. Bonjour Hector. C'est un plaisir donc d'être avec vous à nouveau. Plaisir partagé. Voilà, comment je dois vous présenter animateur télé, écrivain, Oui. conférencier, sophrologue Le tout. et coach aussi en bien-être. C'est le tout, mais je pense que quand on parle du bien-être, avant tout, on a un socle commun, et puis après, c'est différentes façons de parler de cette notion de bien-être, de cette notion de prendre du temps pour soi, de bien gérer le stress. Donc ça passe par des séances de coaching, des sophrologies, des formations, encore des livres. Je pense que du fait qu'il y ait l'honnêteté intellectuelle au début, après c'est juste une façon de le dire différemment. Même en télé, hein, c'est une façon de transmettre quelque chose. Alors on va commencer par le début. Oui. Est-ce que vous imaginez un jour que vous alliez être écrivain, écrire des livres, passer à la télé, parce que vous êtes également sophrologue sur TF1 pour l'émission The Voice. Oui. Est-ce qu'un jour vous avez imaginé ça Alors, quand j'ai commencé ma carrière à la télé, comme c'était effectivement dans le téléachat, dans la météo, je ne pensais pas du tout faire cette reconversion, et maintenant en parlant de bien-être, mais c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc c'est lié les deux passions des médias et puis cette notion de bien-être. Maintenant, effectivement, il y a 5 ans très précisément, vous m'auriez dit « Alain, vous allez écrire des livres », je vous aurais dit « Vous êtes gentil ». Mais sérieusement, non. Et puis voilà, c'est fait logiquement, puisque on s'était vu pour le premier, j'ai écrit le livre que j'aurais voulu trouver quand je suis arrivé sur Paris. Oui. Et puis après, voilà, il y a eu la notion de la gestion du stress qui est arrivée. Donc j'ai commencé ce livre. Malheureusement, j'ai fait ce fameux burn-out suivi de cette dépression. Donc j'ai retravaillé le livre, qui donne maintenant le livre que vous voyez aujourd'hui et pour lequel vous avez la gentillesse de me recevoir. Donc le premier livre, c'était autour du stress. C'est autour du trac. Voilà, comment gérer le livre trac. que vous aurez aimé retrouver quand vous avez eu ce Voilà, trac. quand j'ai commencé à faire des médias, à faire de la télé, à faire de la chanson, et comment gérer ce trac sur scène, comment bien prendre la parole, ça c'était mon premier. Et puis celui-ci, c'est plus comment éviter de tomber dans un épuisement. Puisque le burn-out c'est avant tout ça, hein, ça paraît un gros mot, oui. Mais j'allais dire que le burn-out c'est juste un stress qui devient toxique et qui n'est plus géré au bout d'un moment. Donc que vous avez connu également. Et oui, malheureusement, après notre rencontre, alors pas à cause de vous, hein, du tout, mais il y a énormément de choses qui sont mises en même temps, et puis au bout d'un moment, on fait plus attention, donc on a des petites alertes, on est un petit peu fatigué, on n'écoute pas, et puis un jour on tombe. Voilà, donc là vous dites comment prévenir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avant d'avoir votre burn-out, vous n'avez pas connaissance qu'on pouvait le prévenir, qu'il y avait des alertes. Tout à fait. Voilà. Je me suis dit, mais non, pour moi, c'est pas possible. On se dit toujours, c'est pour les autres, on en parle, d'accord, c'est une notion, et puis on se dit, bah non, c'est pas possible pour moi, puisque je parle de bien-être. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le burn-out le terme a été inventé en 1970 et utilisé en 1975 dans un livre par un psychiatre américain, et au début, c'était pour des gens qui travaillaient dans la santé ou dans le paramédical. C'était cette notion de brûler de l'intérieur et à l'extérieur d'être très détendu en apparence. Et parce qu'il y a ce rapport avec les autres. Et au bout d'un moment, on ne fait plus attention, on est passionné, comme vulgairement je dirais, on y va. Et puis à un moment, on ne se rend pas compte que le corps, lui, a des limites. Et que le corps, quand il a décidé de s'arrêter, il ne cherche pas à savoir si mentalement vous devez aller au travail, mentalement si vous avez une conférence, mentalement si vous devez faire des choses. Non, lui, il fait une petite alerte 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 3e fois, vous n'entendez pas, il tombe. Il s'arrête. Donc ça peut faire, malheureusement, j'ai une personne qui est venue me voir en consultation un AVC. On se dit, mais comment j'ai pu faire un AVC ? Vous n'avez pas entendu votre corps. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des signes avant-curseurs. J'aurais pu prévenir celui-ci. Et donc c'est dans cette idée que j'ai refait le livre et c'est comme ça que Christophe André a eu la gentillesse de dire qu'il voulait recommander celui-ci, voilà. Parce que je parle du moment présent, j'aurais pu éviter d'aller si loin. Et quels sont les signes qu'on ne veut pas voir en fait? Alors pour nous déjà c'est très dur.
parce que nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte. Ouais. En revanche, il y a 3 stades dans le burn-out. Ça commence déjà par une sorte d'épuisement mental, c'est-à-dire vous aimez faire quelque chose, vous adorez votre travail, mais je vais dire que vous allez un petit peu à reculons. C'est vous arrivez, voilà, vous aimez par passionné de cinéma, et puis on vous dit tiens, tu vas au cinéma ? Ouais, si tu veux. Ce qui est étonnant, si vous êtes un passionné ou un cinéphile et que vous êtes toujours motivé, dire vous perdez l'entrain, même pour des choses, et c'est pour ça que ça arrive beaucoup dans le travail, dire que vous adorez votre travail, mais vous n'y allez pas avec plaisir. Et pourtant, vous aimez. Donc ça, c'est j'allais dire le premier stade. Et puis après, il y a la déshumanisation. C'est-à-dire qu'autour de vous, vous pouvez aller faire les courses, comme vous pouvez dire bonjour à votre épouse, aller chercher les enfants au travail. Voilà, tout est sur le même plan. Vous êtes accueilli par un je t'aime fantastique qui tout le temps vous aurait fait plaisir. Là, c'est ouais, bonjour. Et, voilà. Et ça, on le met Alors ça, on ne s'en rend pas compte, nous. On le met du côté c'est normal ou c'est la fatigue. C'est ça, c'est la fatigue. Tu sais, j'ai beaucoup de travail. Oui, voilà. Et là, dans ce deuxième stade, ce qui est important, c'est l'entourage. C'est pour ça que je dis toujours, l'idée, c'est aussi de se former pour éviter soi, mais c'est également pour éviter les autres. Moi, j'entends beaucoup de personnes me dire, là encore, il y a 10 minutes, une personne qui me dit malheureusement, mon mari, voilà, ça fait 1 an et demi qu'il en a fait un, il a du mal à remonter. Donc, ça arrive. Et pourquoi ça arrive comme cela ? C'est parce que ce n'est pas une maladie, d'où les problèmes, que ce soit au gouvernement, au Sénat ou à l'Assemblée nationale pour faire passer le burn-out en tant que maladie, parce que ce n'est pas une maladie, c'est un processus. Et donc le processus, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus insidieux, on ne le voit pas venir. Un stress qui est normalement motivant, le stress que l'on a avant de prendre la parole, le stress que l'on a avant d'aller au travail, d'aller à un rendez-vous, des choses qui nous sauvent la vie lorsqu'on manque de se faire écraser, c'est celui qui vient tout doucement, et au bout d'un moment, on n'y arrive plus, et on est perdu. Et c'est pour ça que c'est difficile à prévenir, parce que c'est un processus. Il faut dès le début, voir quelles sont nos valeurs, savoir prendre du temps pour soi, quelques minutes. Et c'est pour ça qu'il y a des exercices qui permettent de prendre du temps pour soi, revenir sur les valeurs. On parle également beaucoup maintenant de bore-out. Alors le bore-out, ce n'est pas un dissident du burn-out, c'est que vous pouvez faire un burn-out. Le burn-out, c'est le fait de tomber physiquement. Vous brûlez de l'intérieur, et de l'extérieur, vous êtes plutôt bien. Mentalement vous voulez y aller, mais voilà. Physiquement, c'est fini. Ah mais tout à fait. Comme disait Émile Coué, s'il y a une bataille entre la volonté et l'imagination, c'est toujours l'imagination qui prendra le dessus. C'est-à-dire, vous voulez aller au travail, vous voulez faire les choses, mais par contre, vous n'y arrivez pas. Parce que dans votre inconscient, dans votre subconscient, vous dites mais j'y arrive pas. Mais vous voulez y aller, vous absolument y aller, mais vous ne pouvez pas. Vous êtes en état de léthargie, c'est là où on peut faire la différence entre la dépression et le burn-out. Le burn-out peut entraîner une dépression. D'accord, ouais. Mais à l'origine, c'est votre corps qui tombe. Et c'est l'idée justement au début de voir comment on peut en prendre soin, comment prendre un petit peu de temps pour soi. Et je reviens juste sur la notion du bore-out. Ouais. En fait, le burn-out vient ou d'un burn-in, c'est-à-dire d'une surmotivation. On est toujours en train de travailler, on pense qu'à ça. Les jeunes entrepreneurs, par exemple, qui sont très motivés, parce qu'il y a là-bas aussi du gain, il faut vivre, mais ils ne se rendent pas compte qu'au bout d'un moment, ils laissent leur santé. Donc ça, c'est le burn-in, mais il y a également le bore-out. Le bore-out, c'est l'ennui au travail, et que l'on voit de plus en plus dans le train pour venir votre charmante ville. Je lisais justement un article sur le bore-out, parce que maintenant, c'est par exemple quelqu'un qui va être mis au placard, pardon. On dit restez là, sauf que vous rentrez le soir, vous dites quoi à vos enfants? Vous avez fait quoi de votre journée? Plus aucune motivation. Ouais. J'ai une personne une fois qui travaillait dans une grande entreprise et qui est venue voir, qui dit je sais plus pourquoi je travaille. J'ai plus vraiment de motivation pour aller travailler, on m'a mis un peu dans un coin, j'aime mon travail, mais qu'est-ce que j'en fais? Et ça, donc c'est la même chose, vous perdez votre valeur, le sens de faire les choses, vous n'avez plus envie, et puis au bout d'un moment, ça arrive exactement la même chose, c'est-à-dire que vous arrivez en état d'épuisement mental qui touche le physique, vous n'avez plus envie de vous lever, et à un moment, le burn-out arrive, c'est-à-dire que vous brûlez de l'intérieur par vos émotions, et puis vous êtes dans le même état.
Et malheureusement, donc heureusement, c'est un livre qui marche assez bien. Et que vous m'avez dit tout à l'heure, malheureusement, puisque Oui. on le voit de plus en plus. Ça, Exactement. c'est pas un mot qui est venu à la mode comme ça. Non, je dis le mot burn-out a été inventé par un psychiatre américain dans les années 70. Et déjà dans les années 70, on parlait de mal-être. Donc, c'est vrai qu'à chaque nouvelle décennie, j'allais dire, on dit, ah là là, c'est terrible, c'était mieux avant. Mais avant quoi ? C'est la fameuse phrase, c'était mieux avant. Mais avant quoi ? Avant, il y a eu aussi des crises, avant, il y a eu des guerres. Je ne pense pas que si on parlait à nos grands-parents et si c'était mieux avant, s'ils ont vécu la dernière guerre, je ne pense pas qu'ils voudraient dire oui, c'était mieux à ce moment-là. Non. Donc, il faut toujours se méfier de cette phrase, c'était mieux avant. Avant quoi ? Par rapport à quoi ? Donc, il y a toujours eu des moments, l'idée c'est comment on peut s'adapter. Comment on s'adapte à une évolution. Maintenant, il est vrai que dans le livre, je fais la différence entre le burn-out et le burn-down. Pourquoi ? Parce que le burn-out est avant tout professionnel. Et l'évolution de la société fait que maintenant, ça touche, je parle de burn-out féminin, burn-out parental, burn-out étudiant, de plus en plus d'étudiants. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé ce mot. Un étudiant qui est venu qui me dit, moi je suis down. Il dit, je viens vous voir, je suis down. Je dis, vous ne pouvez pas le dire en français déjà premièrement, mais du coup j'ai compris parce que c'était en anglais c'est très fort, down c'est à terre. Et on l'utilise dans l'économie d'ailleurs, quand l'économie tombe vraiment. C'est l'idée de ne plus pouvoir se relever. Et quand j'entends des fois dire mais les étudiants ils ont la belle vie, ils avaient peut-être la belle vie avant, mais maintenant vous faites des fois 10 ans d'études pour vous retrouver chez monsieur ANPE ou Pôle emploi. Donc évidemment il n'y a plus la motivation. Et puis, encore une fois, c'était pas mieux avant, mais quand les loyers étaient moins chers, c'est du pratique. Hein. On n'était pas forcément obligé de travailler pour payer son loyer. Maintenant, aller trouver une chambre pas chère si vous allez à Paris, bah, vous êtes obligé de faire 1, 2, 3 petits boulots. Là, avant, vous en faisiez qu'un, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire après. Et tout ça, ça fait que vous êtes parfois démotivé. Et qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont, dans la peine, dans la souffrance. Donc on peut parler aussi de burn-out étudiant. Et puis numérique, parce que de plus en plus, on est toujours avec son... Hyper connecté. Voilà, hyper connecté. C'est très bien, encore une fois. Oui. L'idée, c'est pas de dire... Oui, c'est pas dire voilà, on arrête le progrès. C'est simplement comment je m'adapte. D'ailleurs, il y a une loi, et je ne le savais pas quand j'ai écrit le livre, mais il y a une loi qui devrait être passée, en tout cas qui va être en discussion, c'était un rapport gouvernemental qui a été remis fin 2015, pour interdire aux employés d'une entreprise de répondre à des mails après, je crois c'est 22 heures, et entre 22 heures et 7 heures du matin, de ne pas pouvoir aller sur le lieu, parce que sinon vous n'arrêtez jamais. Et on a toujours l'impression que c'est comme un coup de fil à minuit. Non, il faut que je réponde tout de suite. Mais ça peut sans doute attendre 7 heures du matin. Je pense pas qu'on l'oublie. Mais on l'oublie. Voilà, d'un seul coup, on est dans l'immédiateté. Parce qu'on est aussi dans une civilisation d'immédiateté. Il y a un accident à l'autre bout du monde, on le sait immédiatement. Donc on est toujours quelque part dans un phénomène de stress, de travail sur soi. Alors, le burn-out, c'est une situation assez compliquée. Dans votre livre, il y a un CD, il y a des exercices. Tout à fait. Apparemment, c'est assez simple quand même, pas le combattre, mais de pouvoir au moins vraiment lutter. Mais oui, mais vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez, je pense que les choses qui fonctionnent, ce sont les choses les plus simples. Simplement, on oublie de revenir à la simplicité. Vous savez, je parle de respiration. On fait 15 000 respirations par jour. Généralement, une personne qui est stressée a une respiration totalement bloquée. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de respirer ? C'est la base même des choses. La respiration ventrale, dont on parle beaucoup, la respiration ventrale, c'est la respiration des bébés. Sauf que nous, on se dit, je n'ai pas le temps de la faire. Et ça veut dire que quelque part, on se dit, je n'ai pas le temps de respirer. Mais heureusement qu'on respire. Sinon, on ne serait pas là en train de discuter. Donc, effectivement, il y a des choses simples. J'allais dire que le défi de notre société, c'est de revenir à des choses simples. De revenir à la base. Prendre du temps pour soi. Savoir pourquoi on va faire telle ou telle chose et pourquoi on va le faire. Non pas le faire parce qu'il faut le faire. Ne pas donner toujours ce côté de challenge. On est dans une société où on se challenge tout le temps, oui. Très compétitif. Très compétitif, mais la compétition
non pas qu'elle a des limites, mais quelqu'un qui va être dans la compétition, mais qui va prendre plaisir, va savoir très bien qu'au bout d'un moment, il y a la limite. Et si jamais vous allez au-delà de cette limite, vous n'êtes plus compétitif. Donc c'est très bien dans les écoles de commerce. Donc l'idée, c'est de ne pas atteindre ce niveau anxiogène. Donc c'est en fait s'adapter et puis reconnaître aussi si on est profil type ou pas. J'ai beaucoup travaillé avec des psychologues pour travailler et puis lu énormément de livres avec des psychanalystes et des psychiatres qui sont évidemment emparés du sujet. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des personnes qui étaient plus à même de faire un burn-out que d'autres. Par exemple, quelqu'un qui, vous savez, les éternels inquiets. J'ai reçu une fois une dame qui... je viens voir, mais tout se passe bien maintenant, c'est parfait. Ah, ben c'est bien. Puis je la voyais très nerveuse. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Oui, mais ça va pas durer. Mais j'ai dit, mais pourquoi ça va pas durer ? C'est-à-dire, vous savez, les éternels inquiets, il se passe quelque chose de bien, oui, mais forcément, il va se passer quelque chose qui va faire que ça ne va plus aller bien. Donc, on n'est pas dans le moment présent. Exactement, donc on n'est pas dans le moment présent. Ça, ce sont des gens qui sont à même de vivre l'épuisement. Voilà, il y a des petites notions comme ça, et l'idée, c'était de dire à ces gens-là, attention, vous pouvez avoir ces symptômes et ce syndrome, comment je peux faire pour éviter cela, qu'est-ce que je peux faire avant ? Savoir dire non en entreprise. Ouais. Des fois, vous ne pouvez pas changer un manager qui va être vicieux, qui va avoir une tendance un petit peu sadique. Vous ne pouvez pas le changer. Donc, qu'est-ce que vous faites ? 2 solutions, il n'y en a pas 3. Ou vous quittez l'entreprise, ou alors vous vous adaptez. L'idée, c'est pas de dire oh, au secours, pauvre victime. Voilà, oui. C'est dire qu'est-ce que je peux mettre en place selon la situation pour mieux vivre la situation. Et donc ça suffit d'une petite réflexion, de se dire voilà, j'ai 3 choix, c'est ce que je fais, je continue à subir. Déjà effectivement, le changement, quelqu'un qui veut éviter le burn-out ou éviter de refaire un burn-out doit être dans ne doit pas dire je ne veux rien changer. J'allais dire même cause, même conséquence. Vous prenez un thé chaud, il est trop chaud, vous brûlez. Si vous reprenez un deuxième thé chaud juste après, vous allez vous brûler pareil. Voilà. L'idée, ça va être de prendre un thé moins chaud. Ouais. Alors vous allez me dire, c'est très basique, mais c'est la même chose. Voilà. Si vous ne changez rien dans votre vie, l'idée, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui est anxiogène ? C'est pas forcément évident non plus, hein, mais on peut aimer quelqu'un et puis cette personne peut être anxiogène. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Attention, je ne suis pas protrivore, je n'ai pas dit ça. Alain, pour terminer, donc prévenir le burn-out avec la sophrologie. Tout à fait. Tout à fait, parce que ça a été un outil qui, pour moi, est d'une grande aide. Pourquoi ? Parce que c'est une méthode psychocorporelle. Et quand on veut lâcher prise, pour lâcher prise, il est toujours plus simple de le faire dans le corps que le mental. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va être très très stressé. Si vous lui faites visualiser quelque chose, tu vas voir, ça va mieux se passer, visualise. S'il est déjà dans le mental, trop dans le mental, c'est rajouter quelque chose de supplémentaire sur le mental. C'est comme si vous preniez un verre plein et vous lui rajoutez de la limonade dedans ou un sirop. Avant, il faut d'abord faire un peu de place. Donc, comment faire de la place mentalement, revenir dans le corps ? Et c'est pour ça que je trouve intéressant la méthode d'un neuropsychiatre que j'ai adaptée effectivement à cette gestion du stress, pour que le stress ne devienne pas toxique. On a besoin du stress, mais apprendre à le gérer. Et puis il y a quand même plus de 3 millions d'actifs qui présentent un risque de burn-out actuellement. Donc c'est quelque chose de concret, mais je pense qu'il ne faut pas non plus en faire un point rouge. Si on prend les choses de façon sectorielle, on peut éviter de tomber dans le stress toxique. Très bien, merci beaucoup Alain. Un troisième livre en vue ? Il y a quelque chose dans les... Voilà, mais déjà, puis... nous avons dit moment présent. Présent, voilà. Donc effectivement, il y a quelque chose, mais pour le moment, je suis totalement dans ce livre, effectivement, et les rencontres que je prends toujours un grand plaisir à faire avec vous, ici à Pontarlier, dans de belles régions, vous savez, j'aime énormément, et puis dans le sud, un petit peu partout. On se verra donc pour le troisième livre. Merci beaucoup Alain et à très bientôt.
Avec plaisir, merci. J'ai croisé sur la route